Il y avait un deuxième volet dans la sobriété, qui est la question de la sobriété écologique. Si vous regardez le système numérique aujourd'hui, il est très polluant. Alors, on pourrait dire que globalement, la part de pollution liée au numérique reste, suivant les calculs, inférieure à 10%. Ça dépend si on raisonne en CO2, en énergie, en métaux rares, etc. Et si j'écoute GSMA, l'association de professionnels de téléphonie, qui sort un rapport en disant il n'y a pas de problème, grâce au numérique, grâce au téléphone, grâce à la 5G, grâce à l'IA, on va résoudre les problèmes du climat. On va contribuer à la trajectoire du changement climatique. Et donc voilà, on se retrouve dans la posture où on dit il n'y a pas de problème, la technique est là, grâce à la technique, on va conjurer les problèmes de pollution ou les problèmes d'addiction dont on va parler. Alors moi, je ne résiste pas à vous demander de réagir. J'ai l'impression que c'est un peu le mythe de la tour de Babel. J'ai l'impression qu'on va prendre des briques, on va les rajouter, et on n'a plus besoin de Dieu, et on va tout seul, on va monter jusqu'au ciel. Et les briques, bien sûr, c'est l'ingénierie. D'ailleurs, j'ai remarqué que dans une des traductions de la Bible, on parle du bitume, qui va servir de ciment. Donc le bitume, c'est du pétrole. Voilà, donc on va servir du pétrole pour construire la tour algorithmique qui va nous sauver de tout. Comment vous réagissez? Je trouve ça extraordinaire pour moi au moment où je commençais à me décourager complètement en me disant jamais on y arrivera, de participer ce soir en arrivant en retard, pardonnez-moi, à quelque chose qui est d'un tout autre ordre, évidemment, qui est l'idée des addictions, comment est-ce qu'on en sort, l'idée de l'esclavage, comment est-ce qu'on en sort, et de chercher dans la culture, et éminemment la culture juive, comment est-ce qu'on est sorti d'Égypte ? Comment est-ce que tous ceux qui se sont appuyés sur le récit de l'Exode s'en sont servis pour Let my people go, bon, voilà. Ce récit-là vous conduit d'abord, le Shabbat est le motif de l'Exode, d'un certain sens, le premier, et ça interrompt quelque chose qui paraît sans fin pour mettre une toute autre dimension qui va nous être, je crois, très indispensable, qui est celle de l'arrêt. Le Shabbat, le chômage de Dieu, l'arrêt. Donc, nous avons pensé en commun, mais je pense que Chaim Korsia pourrait le dire aussi bien que moi. Si. Nous nous sommes rejoints pour la question du dimanche, en voyant écrit sur les magasins ouverts tous les dimanches. Moi, j'avais le sentiment profond d'un recul de civilisation très impressionnant. Et puis là-dessus est arrivé le virus, qui a évidemment chamboulé tous nos projets. Et puis les gens se sont mis à travailler le dimanche parce qu'il fallait rattraper, etc. Et puis l'urgence est montée de la question des addictions, de voir ce dont vous avez sûrement parlé, des gens qui ont tout le temps la tête baissée vers quelque chose qu'ils tiennent dans la main, avec des enfants, des adolescents. Ça concerne tout le monde, ça nous concerne tous les jours. Comment est-ce qu'on peut semer un grain? Vous savez, le Shabbat, c'est un grain dans l'histoire, c'est minuscule, ça a changé le monde. Eh bien, je crois qu'on est peut-être au moment où il faut aller rechercher un grain pour que les gens refassent l'expérience, et non pas seulement des idées sur, ni des mesures pour, mais l'expérience d'arrêter d'être tout le temps branché. Et je crois que, puisque en France, c'est le dimanche qui est le jour d'arrêt, qui vient bien sûr du Shabbat juif, pourquoi ne pas nous souvenir que dans notre culture, et ça a tenu quand même très très longtemps, cet arrêt du dimanche avait du sens, et on peut aller puiser là-dedans pour se dire, si on arrête ne serait-ce qu'une heure le dimanche, enfin la notion d'arrêt, qui fasse faire l'expérience aux gens
qu'ils peuvent vivre sans ça, qu'ils peuvent rencontrer d'autres gens sans ça, qu'ils peuvent rejoindre ce qu'ils désirent, leur désir qui leur est subtilisé tellement, ce qu'ils désirent, ce qu'ils ressentent, voilà, qu'ils peuvent vivre ça et peut-être le partager avec d'autres. Moi, j'ai pensé aux alcooliques anonymes qui pourraient nous apprendre sûrement quelque chose sur les sorties d'addiction. Il faut de la transcendance et il faut des copains. Eh bien, voilà, maintenant, ça y est, j'ai tout dit. Forcément, je suis sensible à cette notion d'oser l'arrêt et surtout de savoir décider de moments de pause. Alors, on avait commencé par la blague avec Eric en se disant bonjour, nous sommes des alcooliques anonymes et on va parler de notre addiction au numérique. Donc, ça m'a amusé que vous le recitiez, mais c'est vrai que cette question se pose dans l'ensemble de nos vies, dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles. Le fait, non pas, et moi je fais partie des adeptes de la technologie, des gens qui font de la technologie pour l'éducation, donc qui pensent que la technologie est aussi une source de solution, mais effectivement, le fait de reprendre de la distance et d'apprendre à prendre de la distance passe aussi par des moments de pause. Alors sur Faminum, l'application pour les parents pour se donner des conseils pour vivre son numérique paisiblement en famille, il y a des défis qui sont lancés et qui sont lancés autant aux adultes qu'aux enfants, parce que, comme je disais tout à l'heure, souvent celui qui dégaine son portable à table, ce n'est pas, contrairement à l'idée reçue, l'adolescent, mais c'est le parent, parce que lui, il a un truc vraiment important à regarder. Et dans une étude l'année dernière qui a été faite auprès des adolescents, il y avait une majorité d'adolescents qui trouvaient que leurs parents utilisaient trop leur smartphone, ce qui est une inversion assez intéressante des représentations. On passe notre temps effectivement à questionner l'usage numérique des jeunes, mais je pense que le fait de se dire « je vais parfois prendre des décisions », et la décision, ça peut être de se dire je vais m'intéresser à au jeu que fait mon fils et je vais essayer de me documenter pour être capable d'en parler intelligence, se dire il n'y a pas de jardin complètement secret, isolé, coupé, dont on ne puisse pas parler. Donc je pense que le dialogue doit revenir au centre, notamment de nos usages du numérique, et que la déconnexion temporaire et le choix de se connecter ou de ne pas se connecter et pourquoi faire, où je choisis pourquoi je vais me connecter, est effectivement au cœur de l'enjeu. Alors, il y a un autre... Ajouter juste un mot que j'ai oublié de dire, c'est que le Shabbat, ça a le grand avantage, c'est que c'est quelque chose de collectif, c'est-à-dire que tout le monde s'arrête en même temps. Et l'idée d'un arrêt partagé avec d'autres, c'est très différent d'un arrêt dont on est de nouveau le maître. Il s'agit de sortir de la maîtrise et pour ça, c'est la fraternité qui nous la fera supporter. Donc vous lancez une campagne pour un Shabbat numérique le dimanche. Voilà. Ça commence quand ? On commence maintenant. Je crois que vous vouliez faire effectivement une annonce. Alors, peut-être qu'on va réorganiser un deuxième événement où cette fois il y aura la presse. Je ne suis pas certain que la presse soit dans la salle, enfin, sauf si quelqu'un veut s'exprimer. Mais voilà, alors, qu'est-ce que vous proposez comme chantier ? Qui peut contribuer ? Comment... Vous n'allez pas quand même ouvrir un site dimanche Shabbat numérique avec un blog, des contributions. Je crois qu'il faut expliquer. Enfin, il y a deux choses peut-être que je pourrais rajouter, si j'ose, sur ce qu'a dit Marie-Bellemare avec son talent habituel. D'abord, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vraiment. 4/5 des Hébreux sont restés en Égypte. Donc ça veut dire que sortir du numérique, même la notion d'arrêt, ça ne sera pas simple, parce que 4/5 sont restés esclaves en Égypte, 1/5 seulement des Hébreux sont sortis. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que il y a un vrai problème. Alors, il y a le dimanche, on pourrait, et on va le faire, il faut qu'on intéresse la presse,
Et je crois que vous serez beaucoup plus crédible que quiconque ici pour dire qu'il y a un intérêt justement à partager ce temps. Parce qu'effectivement, c'est pas l'hybrius personnel. Je suis plus fort que la machine. Non, on te demande pas ça. On te demande de montrer simplement qu'elle est un outil, comme vous le disiez tout à l'heure, un outil pour faire quelque chose. Et elle fait pas de moi son outil. En revanche, moi, je vois des fêtes. Vous êtes allés dans des fêtes. Tous et toutes ici. Comment les gens vivent la fête? Moi, j'ai vu la maman du bar mitzvah. J'ai même vu le papa de la mariée ne pas vivre l'événement, mais vivre l'événement avec son téléphone, voire des fois un iPad, c'est encore plus grand, tu vois, et mettre le téléphone comme ça. Donc, il ne regarde pas son enfant se marier ou faire sa bar mitzvah. Il est comme ça, en train de regarder, en fait, de filmer. Mais c'est tragique. Donc, on pourrait demander, ne serait-ce que, par exemple, à des moments de vie, de vivre le moment et de ne pas le vivre. Mais c'est terrible, parce que même, on pourrait dire, on le revoit après, ça me fait plaisir. Ok, d'abord, la réalité, c'est que personne ne regarde jamais les films. Déjà, les nôtres, ça nous emmerde, alors ceux des autres, je vous en parle pas. Mais donc ça, c'est la réalité. On a plein de films que vous regardez pas et qu'un jour vous dites, tiens, j'en ai trop, j'efface, machin. Donc, moi, je les prends même pas, comme ça, je suis tranquille. Mais ne même pas voir le premier en véritable vue, et que même le moment de la fête soit torpillé par l'interface numérique, il y a quelque chose là aussi à dire. C'est-à-dire que, au moins, vivez les événements. Après, que quelqu'un d'autre le filme, ok, va encore. Mais je trouve qu'il y a une surévaluation de la vie numérique par rapport à la vie réelle. Et le corollaire de cela, c'est que les défauts de la vie numérique, la violence sur Internet, la haine, va maintenant instiller quelque chose, elle déborde cette violence dans la vie réelle. C'est vrai que sur Internet, vous pouvez balancer tout ce que vous voulez, il y a une forme d'anonymat, de violence, de réplique immédiate, de bons mots. Mais va après comprendre que ta blague sur Internet, ton insulte sur Internet, tu ne peux pas la faire à ton prof en classe, ou à tes frères et sœurs à la maison, ou ailleurs. Donc c'est quelque chose qui est très lourd, à mon avis, d'avoir deux mondes. Un monde où on peut faire ce qu'on veut, et un monde où on est plus policé. Avec, comment vous disiez, j'ai aimé tout à l'heure, l'idée de tempérance. En fait, la vergogne. C'est-à-dire le respect de soi dans les yeux des autres. Ce que le numérique n'apporte pas, puisque je suis seul devant mes yeux. Et donc, moi, je crois que c'est là un deuxième axe à travailler. Alors, on a beaucoup parlé effectivement de choix dans la vie privée. C'est vrai que Espérance et Algorithme, on est une association professionnelle. Et peut-être un dernier point dans notre débat. Professionnel. Mais est-ce que vous vous êtes tous engagés, par exemple, à ne jamais envoyer de mail à quelqu'un à 23h en exigeant une réponse dans les 5 minutes? C'est un truc de base. Moi, par exemple, je vous assure que j'ai des urgences, et moi, le monde n'attend pas le dimanche pour s'arrêter. Mais c'est la fille qui s'occupe de la com chez moi. Elle a un petit bébé. J'ai décidé que plus jamais je la dérangerai le dimanche. Et c'est rigolo de voir la réaction des gens. Oh, il t'est arrivé ça et tu n'as pas réagi sur Twitter ou sur... non, je le ferai demain. Pourquoi? C'est grave. Donc en fait, comment vous prenez aussi cette responsabilité de créer un monde où les employés ou ceux qui travaillent avec vous peuvent sereinement ne pas vous répondre sans que vous les déchiriez le lundi matin?